Lundi 5 mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, cérémonie officielle d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Cette session dite des lois aura une durée de 90 jours. C'était ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale entièrement rénové. Nous rapportent Abdelrazak Léo et Chebou Dissou. Cette cérémonie officielle d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2018. Cette session dite des lois aura une durée de 3 mois, soit 90 jours. Dans les 3 prochains mois, nous aurons examiné tous ces textes généraux dont l'objectif est de conférer plus d'efficacité aux structures et institutions de l'État afin de mieux préparer les changements juridiques majeurs appelés à sous-tendre les 3 modernisations qu'appelle de tous ses voeux le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour donner corps à la renaissance de notre pays. Il s'agit notamment du projet de loi portant statut de la magistrature, du projet de loi fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger, du code des douanes, du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale, etc. Cependant, distingués invités, chers collègues, comme vous le savez, le processus législatif est un cycle qui se doit d'être complet. Ainsi, après l'adoption et la promulgation, il faut que la loi soit exécutée dans la plénitude de ses dispositions. En conséquence, la modernisation du pays à laquelle nous sommes invités à nous atteler suppose impérativement l'appropriation par tous et par chacun des lois régulièrement adoptées par les représentants du peuple et promulguées par le président de la République. L'occasion pour les députés de se prononcer sur le discours tenu par le président de l'Assemblée nationale. Je crois que comme vous et comme l'ensemble des Nigériens, je suis resté sur ma faim parce que, entre autres thèmes développés dans le discours du président, il y a eu la rénovation de la salle, donc une rénovation initiée par son Excellence Mahamadou, alors président de l'Assemblée nationale en 2014, poursuivi par Amadou Salifou et aujourd'hui achevé par le président actuel Ousseini Tini. Et j'ai aussi observé comme paradoxe que le président de l'Assemblée nationale, après que les députés de la majorité aient imposé au peuple nigérien, aux travailleurs nigériens, aux différents cadres sociaux, professionnels de notre pays, disons une loi des finances qui, de tout point de vue, aujourd'hui les écrase, que le président de l'Assemblée nationale vienne aujourd'hui, à travers un discours solennel, rendre hommage à ce peuple nigérien-là. Donc je vois qu'à ce niveau, effectivement, il y a un paradoxe évident. Avant de terminer son discours, le président de l'Assemblée nationale a émis le vœu de voir accélérer le processus de construction du barrage de Kandaji tout en multipliant, partout où cela est possible, la création de retenues d'eau. En marge de la cérémonie officielle d'ouverture de cette première session ordinaire au titre de l'année 2018, le député Soumana Sanda a tenu à s'exprimer sur la marche d'hier, dimanche, marche dite de soutien au président de la République, Mahamadou Issoufou. On l'écoute. Je pense que hier, on n'a pas besoin d'être analyste de la scène politique pour comprendre que, comme par le passé, comme pour les autres fois, cette marche a été achetée à grands frais. Et nous avons observé que cette marche, contrairement à celle organisée par la société civile ou l'opposition, donc avait toutes les allures d'une marche, disons, nationale, parce que les participants ont été transportés d'un peu partout. Et nous avons observé à travers les réseaux sociaux que même les moyens logistiques de l'État ont été mis à contribution pour acheminer les participants à cette marche-là. Donc, nous estimons qu'aujourd'hui, si le pouvoir a voulu faire une réplique par rapport à toute la contestation soulevée par sa loi de finances,
et toutes les contestations soulevées par sa gouvernance actuelle, je veux dire que nos gouvernants ont complètement échoué parce que le peuple a refusé de suivre, n'est-ce pas, le mouvement. Le peuple a refusé de sortir et ils ont fait recours au mercenariat pour effectivement remplir la place de la concertation. Après les graves accusations portées sur certains acteurs de la société civile par le président du PNDS Tareya lors de la manifestation dite de soutien au président de la République, le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, membre actif du cadre de concertation contre la loi de finances 2018, répond aux accusations dans ce résumé de Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Lors de la manifestation qualifiée de soutien au président de la République par ses organisateurs de la mouvance présidentielle, le président du PNDS Tareya, dans son discours prononcé à cette occasion, a jeté l'anathème sur certains acteurs de la société civile nigérienne. Au rang de ces derniers se trouvent Moussa Tchangari et sa structure Alternative Espace Citoyen, accusé d'une manière à peine voilée d'être un des soutiens au présumé militaire putschiste de décembre 2015. Il parle de putschistes. Il y a eu un procès de ces putschistes. Lui-même, il a dit ils ont été condamnés. Bon, s'il a des éléments comme quoi Alternative fait partie, pourquoi Alternative n'a jamais été cité, même à titre de témoin, dans le cadre de ce procès? S'il veut, il n'a qu'à faire un nouveau procès ou un nouveau dossier contre Alternative avec des éléments qu'il peut mettre à la disposition de la justice pour dire Alternative a des liens quelconques avec des putschistes, etc. Nous, dans tous les cas, on ne connaît personne. On ne travaille pas avec des militaires. Et le coup d'État, il y en a eu dans ce pays. Chaque fois qu'il y a eu des coups d'État, les gens n'ont qu'à seulement se souvenir pour voir en fait qui et qui ont d'une manière ou d'une autre coopéré avec des putschistes, qui et qui ont profité de tous les putschs qu'il y a déjà eu, qui et qui ont déjà eu à appeler à des putschs dans ce pays-là. Ils essayent de conjurer quelque chose qu'ils pensent qui se met en place contre eux. Ils pensent que oui, peut-être qu'il y aura un putsch. Ils pensent que oui, peut-être qu'il y a une insurrection, etc. Toutes ces choses-là, c'est eux, ils sont hantés par ces choses-là. L'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen serait également, selon le président du PNDS, le repère des petites mains à la solde de l'opposition politique. Une accusation rejetée en bloc par le secrétaire général de la dite association. Mais le siège d'Alternative là, il est ouvert, c'est un lieu public. Quand on fait une conférence, tout le monde peut être invité, n'est-ce pas? Le siège d'Alternative est ouvert même à des ministres, etc. Combien de ministres sont passés ici? C'est-à-dire des gens qui sont des fonctionnaires de l'État, des ministres sont passés ici, participer à des activités. On a dressé une tribune pour eux, pour délivrer ce qu'ils ont à faire. On fait des activités auxquelles on invite tout le monde. Donc des gens de l'opposition peuvent venir, des gens qui peuvent être de n'importe différents courants peuvent se retrouver ici pour parler. Et d'ailleurs, lui-même un jour, il va venir ici. S'il ne vient pas en qualité de ministre, un jour il viendra en qualité de simple citoyen, comme je pense que lui ou certains de ses camarades ont eu à le faire ici. Ils viendront un jour, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, si nous existons encore, et même si ce n'est pas au sein d'Alternative, ils iront un jour au sein d'une organisation de la société civile, parce que je pense que personne ne peut cracher sur ça. Nous sommes des organisations ouvertes, nous sommes dans notre rôle d'être ouvert à tout le monde. Face à ces énièmes accusations portées par les tenants du pouvoir contre l'association Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari décide. On les laisse dans sa défensive. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils pensent que quelque chose va leur arriver. Moi, je suis en train de remarquer seulement qu'ils travaillent activement à ce que ce qu'ils craignent leur arrive justement. Ils l'auront vraiment cherché. Un gouvernement à sa place, c'est de rester là où il devait être pour résoudre les problèmes. Maintenant, ils sont dans la rue. Et je crains fort qu'ils soient dans la rue pour de bon. Eh bien, ils vont faire eux-mêmes, qu'ils vont être dans la rue. Et ce n'est pas Alternative qui va les mettre vraiment dans la rue. C'est eux-mêmes qui sont en train de se mettre dans la rue. Et en se mettant dans la rue, je pense qu'ils risquent de rester dans la rue pour de bon. Et on souhaite qu'ils restent dans la rue. Ainsi, force est de constater que malgré les multiples accusations en son encontre, l'association Alternative Espace Citoyen n'entend nullement trahir ses idéaux
et est plus que jamais déterminé à poursuivre son combat dans le cadre des journées d'action citoyenne pour le bien-être des populations nigériennes. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a rendu public ce matin une déclaration de presse relative à la situation qui prévaut à l'université Abdou Moumouni. Le résumé de cette déclaration avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Faire le bilan de la grève illimitée entamée le 17 février dernier, c'est l'objectif de cette sortie médiatique du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Un mot d'ordre bien suivi par les militantes et militants du syndicat. Le SNEX rappelle qu'il n'est pas en opposition avec l'USN et l'UNUN en tant qu'organisation syndicale et fait la distinction entre celle-ci et la CASO, une commission d'épaulement devenue au fil du temps une milice criminelle et mafieuse à laquelle l'USN et l'UNUN s'identifient paradoxalement. Le SNEX ne répond pas aux insultes, diffamations, désinformations et intoxication de l'opinion publique par la diffusion de fausses nouvelles, dont des faux PV d'Assemblée générale du SNEX et des faux arrêts de justice, par les responsables syndicaux, des étudiants et certains responsables de la société civile en mal d'inspiration. Toutefois, il se réserve le droit de porter plainte devant qui de droit. Le SNEX rappelle à l'opinion nationale et internationale que notre lutte vise justement à combattre toute forme de violence et à promouvoir les valeurs cardinales contenues dans la charte d'éthique et de déontologie de l'université Abdou Moumouni et les valeurs sociétales tout court. Le SNEX informe l'opinion qu'il a rencontré la Commission nationale des droits humains, le médiateur de la République, l'association régionale des parents d'élèves et d'étudiants pour les édifier sur les pratiques criminelles de la CASO. Le SNEX, au-delà de la structure estudiantine, demande aux autorités compétentes de considérer leurs revendications. Le SNEX précise que ces revendications s'adressent aux autorités rectorales et au gouvernement qui doivent prendre leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités en vue de sécuriser définitivement le domaine universitaire. Le SNEX a d'ailleurs transmis aux autorités compétentes un mémorandum récapitulant des faits de traitement cruel, inhumain et dégradant, raquettes et extorsion de fonds au commerce si au campus, de viols d'étudiantes et de meurtres imputables à la CASO dont certains ont fait l'objet de plaintes auprès de l'Observatoire de la vie universitaire, au vu. Les sanctions disciplinaires de l'université, couplées parfois à des sanctions pénales, restant incapables d'endiguer le mal. Le SNEX rappelle que les franchises universitaires sont universelles. Nulle part au monde la sécurité de la communauté universitaire n'est laissée aux étudiants, encore moins à une milice criminelle qu'est devenue la CASO. C'est une anomalie grossière que les autorités rectorales et le gouvernement se doivent de corriger impérativement. Le SNEX, dans une démarche prospective, a rencontré le recteur, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État chargé de l'Intérieur et de la sécurité publique et le Premier ministre, auxquels des propositions concrètes ont été faites pour une résolution rapide et définitive de la situation de violence dans l'espace universitaire. Toujours pas satisfait, le SNEX entend continuer son mouvement jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Ouverture ce matin à l'École nationale de la police d'un atelier de formation destiné aux forces de défense et de sécurité et initié par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec la plateforme ouest-africaine Police Droits de l'Homme, dont l'objectif est de les outiller sur la pédagogie dans les opérations de sécurité. Nafissatou Hassan, Halidou Bourema. Renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en termes de respect des standards internationaux et la loi en matière d'arrestation, de détention et recours à la force, c'est l'objectif de cet atelier de formation des formateurs initié par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec la plateforme ouest-africaine Police et Droits de l'Homme. Cette session entre dans le cadre du dialogue que nous entretenons avec plateforme ouest-africaine POLIDH, Police Droits de l'Homme. Et depuis un certain temps, on organise avec cette plateforme des sessions de formation dans le cadre du renforcement des forces de défense et de sécurité. Et aussi, notez que cette session vise le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, notamment de la police nationale, de la gendarmerie,
de la garde nationale et des fans sur le respect des standards internationaux et de la loi en matière d'opération d'arrestation, de détention et de recours à la force. Cette session fait suite à une session que nous avons tenue ici au niveau de l'école de la police à la même période. C'était une session sur la formation des formateurs, sur le respect des standards internationaux et du respect de la loi en matière d'opération de sécurité. Occasion saisie par le commissaire divisionnaire de l'École nationale de la police de rappeler les fondements de la création de la plateforme ouest-africaine Police et droits de l'homme. Les fondements de la création de la plateforme sont les suivants. Renforcer le rôle des polices nationales ouest-africaines dans la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Conjuguer les efforts en matière de protection des droits humains dans le domaine d'intervention de la police. Assurer la contribution des institutions de police aux politiques de promotion et de protection des droits humains, donc de la Commission nationale, de la Commission africaine des droits humains et des peuples, particulièrement en ce qui concerne les missions de police. Mutualiser leurs actions pour la défense des droits humains. Donc l'idée de la création de la plateforme est née donc de cette rencontre et l'objectif principal visé à travers une telle plateforme, la promotion et la protection des droits humains au sein des polices nationales des 3 pays. Ainsi, cette formation de 5 jours réunit des instructeurs des écoles, des centres de formation des FDS et certaines responsables des unités opérationnelles de la police nationale, la gendarmerie et les forces de l'armée nigérienne venues de plusieurs régions du Niger. Le SAMAN, c'est le syndicat autonome des magistrats du Niger, a un nouveau bureau. La présentation a été faite hier à la clôture de leur 9e congrès statutaire. On écoute Noufou Boubacar, il est le nouveau secrétaire général du SAMAN. Je puis vous assurer que vous pouvez compter sur mon engagement sans faille à impulser le dynamisme nécessaire à notre équipe dans la recherche de la satisfaction de nos points de revendication, la mise en œuvre de nos recommandations et résolutions d'une part, et la culture de la cohésion, de l'unité, de la tolérance entre les membres de notre structure d'autre part. Puisse Dieu nous assister. Sans trop abuser de vos instants, je tiens, chers camarades, au nom du BEN et à mon nom propre, à vous exprimer toute notre gratitude. C'est aussi l'occasion de reconnaître et de saluer le fair-play démocratique qui a prévalu tout le long de ces assises. Pour terminer, nous souhaitons à tous les congressistes, un bon retour dans leurs familles respectives. Vive le Niger, vive le SAMAN, unis et forts, la lutte continue. Actualité dans nos régions suite de la mission de sensibilisation du Rotab dans la région d'Agadez. Le 22 février dernier, la caravane s'est rendue à Arlit où elle a rencontré une jeunesse prête à faire le combat pour obtenir ce qui lui revient de droit dans l'exploitation minière. Arieta Salah, Halidou Bourema. Après Tirozérine, la caravane de sensibilisation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab s'est rendue à Arlit. Une caravane qui vient à point nommé au vu de la participation de la jeunesse à la conférence. Ainsi, les mots qui minent la ville d'Arlit suite à l'exploitation de l'uranium étaient au centre des échanges. Pour la population d'Arlit, l'exploitation minière est une suite de colonisation avec 50 ans de pollution et 50 ans d'incivisme de la part d'Orano. Les sociétés d'exploitation minière d'Arlit n'ont fait que pourrir la vie de la population d'Arlit. Et je m'en vais donner des petits exemples. Aujourd'hui, nous sommes par exemple sous, effectivement, coupure d'électricité, coupure d'eau, coupure des soins, coupure de ceci et de cela. Il n'y a pas les petites coupures que nous n'avons pas connues et que nous connaissons. Nous sommes sous coupure. Cela veut dire quoi? Dans un espace où nous avons 2 sociétés d'exploitation minière, où en France, c'est même le produit de ces exploitations minières qui éclairent pratiquement les Français le plus pauvres de la France. Nous qui exploitons cet uranium-là, nous sommes dans les ténèbres.
Cela explique quoi? Aujourd'hui, les mêmes exploitants, les mêmes ouvriers qui exploitent cet uranium-là, ils sont en train de mourir sous les effets radiologiques, sous les pathologies, les effets néfastes effectivement de cet uranium-là. Face à tout ce que nous avons comme problème, face à tout ce qu'il y a comme vol des ressources naturelles, que ce soit pour l'or, que ce soit pour l'uranium et même le pétrole avec les Chinois, il est plus qu'important de mettre en place un véritable canal d'information pour en fait donc la majorité de la population. Cette fois-ci, il va falloir impliquer la population en tant que telle, donc les couches les plus profondes de la population, uniquement à travers des sensibilisations et donc des spots de ces gens. Et ça, nous encourageons en tout cas vivement le ROTAP et ses partenaires financiers donc à persévérer dans ce sens. Il est également souhaitable de voir avec donc tout ce qu'il a comme représentation, donc les différents points focaux donc à l'intérieur du pays, d'organiser une marche pour dénoncer en fait donc les abus des sociétés qui exploitent donc nos ressources naturelles. Parce que 50 ans d'exploitation de l'uranium et c'est aussi donc un nouveau cycle de 50 ans qui commence, nous devrons en fait donc reprendre le flambeau pour que véritablement, pour une lutte en tout cas efficace et efficiente, pour que nous puissions en fait donc, pour une fois, obliger en fait donc ces grands groupes qui pensent être donc des États dans des États, les ramener en fait donc terre à terre pour que le Niger puisse tirer les avantages, mais surtout aussi les populations directement impactées pour que ces populations se retrouvent donc dans ce cycle donc d'exploitation de nos richesses. Ces sociétés minières nous ont trop exploités. Il y a lieu qu'une justice soit faite à l'égard de la population d'Arlit et à l'égard du peuple nigérien tout entier. S'il vous plaît, il est temps que nous prenions nos responsabilités. Le ROTAB entend encourager les localités dans la recherche de solutions aux maux qui les minent, a déclaré Madame Ousmane Naoumi, chef de la délégation de cette mission. Il y a une conscience qui est en train de se développer au niveau local, que ces entreprises, que la richesse ne profite pas à la population locale, ne profite pas au peuple nigérien en général. Et les gens sont en train de voir comment faire, comment les gens vont s'organiser pour que cette richesse-là profite au peuple nigérien, justement comme l'a dit la Constitution du Niger. Le ROTAP va continuer son travail de formation et de sensibilisation et aussi de lobbying pour corriger certaines lois. Et vous savez qu'il y a des lacunes dans certaines lois ou bien des lois qui n'existent pas. Le ROTAP aujourd'hui fait ce travail pour que ces lois qui n'existent pas soient prises par le gouvernement ou bien l'initiative de la loi vient du Parlement. Il y a un réseau parlementaire sur les industries extractives que nous sommes en train de pousser, de former pour qu'ils initient des lois en ce sens. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à travailler avec la population nigérienne en général, les élus locaux, les élus au niveau national et la population elle-même pour que vraiment les ressources naturelles du sous-sol profitent à la population nigérienne. Il faut noter que dans la ville d'Arlit, les habitants sont prêts pour le combat pour arracher ce qui leur revient de droit. Au Burkina Faso, 3 jours après l'attentat, les présidents du Niger et du Togo se sont rendus sur place à Ouagadougou. Mamadou Issifou a réaffirmé la solidité de l'alliance avec la France et a aussi rappelé l'importance de G5 Sahel. Le reportage avec nos confrères de France 24. Les deux présidents viennent soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve. Mahamadou Issoufou du Niger vient de prendre la tête du G5 Sahel. Pour lui, il s'agit aussi donc de venir marquer la détermination de cette nouvelle force régionale à lutter contre les terroristes. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans une allocution dès le lendemain des attaques. Faure Singbe, le Togolais, est lui président en exercice de la CEDEAO, la région qui est donc touchée régulièrement maintenant par
par ces attaques terroristes. Les présidents, avec leur homologue burkinabé, le président Kaboré, ont visité les sites attaqués. Ils se sont rendus donc à l'état-major des armées et donc à l'ambassade de France, une visite qui n'était pas ouverte à la presse. Pour le reste, on peut dire que ce lundi, Ouagadougou a retrouvé une activité normale. Ce matin, les commerçants à côté de l'état-major des armées, où se trouve le grand marché de la ville, ont été constatés les dégâts. Beaucoup de boutiques ont été donc touchées également par l'explosion de la voiture piégée. Des boutiques qui ont été également pillées pour beaucoup. Et il s'agissait donc ce lundi de constater l'ampleur des dégâts. Pour le reste, la ville a été renforcée, la sécurité a été sensiblement renforcée dans la ville. On observe beaucoup de patrouilles. Les gendarmes, les militaires sont sur leur garde. Beaucoup de contrôles d'identité également. Le gouvernement avait appelé les Burkinabés à la vigilance. Emmanuel Macron demande à Vladimir Poutine de faire pression sur Damas de façon réelle et concrète. La situation dans la Ghouta en Syrie inquiète. Ce lundi matin, 44 civils syriens ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le reportage. Il faut surtout mettre les choses en perspective. Il y a 400 000 personnes en ce moment qui vivent dans la Ghouta orientale assiégée. L'aide qui a été acheminée aujourd'hui est suffisante pour 27 000 personnes seulement. Il s'agit donc de nourriture, de quelques produits médicaux. Mais avant que le convoi ne s'ébranle de Damas, 70% de l'aide médicale d'urgence qui était supposée être sur le convoi a été enlevée par les autorités syriennes. Donc du coup, l'aide médicale, qui est surtout du matériel traumatologique et de l'aide d'urgence, a été réduite à 30%. Donc ce n'est pas suffisant. Ça a pris une semaine pour pouvoir négocier l'accès de ce convoi et on a encore des milliers de civils qui sont dans le besoin dans la région. Mais ça veut dire que Damas a donné son feu vert. Damas a donné son feu vert après plusieurs jours d'attente. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté une résolution pour un cessez-le-feu immédiat il y a déjà plus d'une semaine. Pendant toute une semaine, non seulement on n'a pas eu d'accès humanitaire, mais les raids aériens et les bombardements ont continué. Dans la nuit encore, il y a eu plusieurs dizaines de personnes tuées. Et donc pour l'instant, ce convoi qui est entré reste quand même une petite goutte dans l'océan des besoins humanitaires auxquels on fait face. Est-ce que vous êtes confiante sur les prochains jours? Est-ce que vous pensez que l'aide va continuer à affluer? Est-ce que ce n'est qu'un début? Alors, les autorités syriennes avaient donné leur accord pour la livraison de l'aide humanitaire pour 70 000 personnes. Ce convoi est un début. On nous a promis que le reste de l'aide serait distribué cette semaine, mais en même temps, tout dépend de la situation sécuritaire. Si les bombardements continuent, si l'acheminement de l'aide humanitaire est rendu impossible, on va se retrouver à nouveau dans une situation où on a une population assiégée, sans aucun accès à la nourriture, à l'eau propre et à l'aide médicale. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.